Bonjour à tous les mélomanes. D'excellentes œuvres ce mois-ci dans l'ensemble sur critiquemusicale.com, quoique très inégales. Commençons par Auguste Delacroix, 1871-1936. Alors on ne confondra pas ce compositeur avec le peintre Eugène Delacroix, et ni même avec son homonyme exact, Auguste Delacroix, qui était également un peintre. Donc revenons au compositeur. Il s'agit de la valse Chryséia pour piano datant de 1904. Alors c'est une valse caractéristique du genre qui est écrite à une période relativement tardive, un rythme bien scandé, une thématique bien affirmée, mais tout de même sans surprise. Alors, qualité certaine pour cette valse, mais il manque une certaine originalité. Alors, c'est le problème général des valses qui répondent à un rythme, à une thématique très caractérisée, mais où il est justement difficile d'y introduire une originalité. Nous poursuivons avec Alex Gad, 1860-1921, un concerto pour violon et orchestre en F majeur opus 10 datant de 1899. Alors pour commencer, comme précédemment, on ne confondra pas Alex Gad avec Niels Gad. Alors Niels Gad, compositeur majeur que nous avons célébré sur critiquemusicale.com, et c'était son père. Donc Alex Gad, le fils, eh bien, c'est la génération suivante, et ce sera perceptible donc dans l'analyse de l'œuvre. Alors sur critiquemusicale.com, nous avons l'habitude de rencontrer des œuvres inégales, et c'est souvent une caractéristique majeure des œuvres d'art en raison de l'importance du phénomène de l'inspiration. Mais là, on est vraiment un summum, et il est très rare de trouver ainsi des œuvres où un mouvement est aussi différent d'un autre. Alors c'est le cas entre le premier mouvement et le troisième mouvement. Alors le premier mouvement, très peu attractif, un mouvement terne, alors que le dernier mouvement est un mouvement pétulant, flamboyant, très imaginatif sur le plan thématique et en plus d'une très grande vivacité. Alors dans le premier mouvement, eh bien, le compositeur inexplicablement paraît totalement anesthésié. L'orchestre est tout à fait imprécis, vague, et il contient même des dissonances qui ne s'accordent pas avec un lyrisme possible. Dans le dernier mouvement, eh bien, comme par magie, eh bien, l'orchestre fournit des accompagnements qui sont tout à fait en phase avec le soliste, des effets très élaborés tant du soliste que de l'orchestre dans ce mouvement, et un mouvement qui est en accord avec la musique de son temps. Un autre point qui est remarquable, c'est que ce dernier mouvement contient un rhapsodisme qui s'exprime notamment par une très belle mélodie nostalgique au violon, alors que les mouvements précédents, et en particulier le premier, ne comportent pas de rhapsodisme vraiment perceptible. Girovets Adalbert, 1763-1850, une œuvre pour hautbois et orchestre, c'est une symphonie donc avec hautbois comme soliste. Alors ici, confusion possible, non pas avec un autre compositeur, mais sur le plan orthographique, ici, il s'agit, me semble-t-il, de l'orthographe allemande, et je m'en tiendrai à cette orthographe par simplification, parce que j'ai commencé à nommer ainsi ce compositeur. Alors, c'est un compositeur qui s'est distingué notamment par un excellent quatuor que nous avons analysé, et dans lequel eh bien, le compositeur navigue entre style galant et style pré-romantique. Alors c'est un compositeur qui est paradoxal, notamment dans cette œuvre sur le plan du traitement thématique. Alors Girovets s'éloigne parfois très loin des procédés
de la musique galante, mais parfois il s'y conforme de manière inexplicable. Alors, c'est ce qui apparaît précisément dans cette œuvre, notamment si on compare le premier mouvement, qui est un mouvement très lyrique, qui est rempli d'inventions thématiques, qui est riche sur le plan harmonique, avec le dernier mouvement, qui est vraiment un modèle d'écriture compassée, dans le style galant, et le choix du menuet par le compositeur correspond justement à ce style passéiste et compassé. Concernant maintenant le hautbois, il se révèle très volubile, même virtuose, et on a une orchestration qui est très vigoureuse, même parfois un peu trop dans le premier mouvement. Et c'est certainement un des rares chefs-d'œuvre pour l'époque, qu'on ignore exactement la date de composition de cette œuvre. Alors, quant au second mouvement, il impose un thème qui est tout de même d'un honorable intérêt, aussi bien aux solistes qu'à l'orchestre. Kreutzer Rodolphe, 1766-1831, un concerto pour violon orchestre numéro 13. Alors là encore, ne confondons pas Rodolphe avec Conradin, qui est certainement le compositeur le plus connu de la lignée. Alors de ce compositeur, Rodolphe, nous avons analysé un concerto pour violon, le 13, assez décevant. Alors on va voir celui-ci. Alors nous sommes vraiment dans la série des œuvres très inégales. Un concerto donc très inégal qui prodigue quelques passages de virtuosité très réussis, mais vraiment extrêmement limités. Et presque toujours, la partie violonistique, sauf dans le mouvement lent, apparaît vraiment étriquée. On a une succession de motifs qui est d'un intérêt, à mon avis, très problématique. On a un rythme enlevé, un style volubile, etc. Mais tout cela me donne l'impression d'un vernis assez superficiel. Quant à l'orchestration, elle est peu lisible, peu claire, et même quelquefois dissonante dans le sens cacophonique. Heureusement, le second mouvement évite ces erreurs et on a une mélodie majestueuse qui s'affirme, mélodie d'une très grande complexité thématique, et l'œuvre se trouve sauvée par ce mouvement lent, ce qui est très rare également, car il est beaucoup plus rare de trouver des concertos pour violon qui s'affirment particulièrement dans le mouvement lent. Worch Félix, 1860-1944, une pièce pour piano, Métamorphose, opus 48, numéro 1. Alors ici, l'inégalité se loge même entre les motifs d'une œuvre bithématique, mais il faut avouer que c'est souvent le cas, il y a toujours un thème qui est, ou très souvent, disons, un thème qui est meilleur que l'autre, et c'est le cas donc ici. Alors une pièce inégale, un bithématisme très affirmé, et cette pièce évolue entre un thème principal qui est un peu uniforme, mais heureusement le second thème est un thème incisif en nuances fortées, qui est de style plutôt dramatique et qui est de qualité plus affirmée. Et nous en arrivons à l'œuvre revisitée. Alors c'est une œuvre pour guitare solo de Francisco Tárrega et anonyme, puisqu'il s'agit de l'introduction, thème et variations sur le carnaval de Venise. Alors paradoxalement, j'ai rencontré peu d'œuvres pour guitare qui puissent représenter une exploitation de la virtuosité propre à cet instrument. Alors en voici une au moins. Sinon, on pourrait citer le Capriccio Diabolico de Castelnuovo Tedesco, mais c'est à peu près tout. En revanche, pour guitare et orchestre, on peut quand même citer le fameux concerto de Aranjuez de Rodrigo. Alors venons-en à cette petite pièce pour guitare de Francisco Tárrega. Alors, un traitement qui est remarquable du célèbre thème qui utilise toute la panoplie de la virtuosité guitaristique.
sur un thème qui est évidemment remarquable en lui-même. C'est un thème quasiment rhapsodique, utilisé maintes fois dans la musique classique et notamment par Paganini.